pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue à ces mardis de la donnée de santé. Et donc cet épisode consacré au projet Vive Covid-19, un projet porté par France Assos Santé. Je suis Caroline Guillot, directrice citoyenne du Health Data Hub, et je vais, avant de faire l'introduction, démarrer par les présentations que chacun va faire. Je vais désigner par l'ordre cette fois-ci de vue sur la visio. Donc Hervé. Bonjour à tous. Je m'appelle Hervé Servi, je travaille pour une société qui s'appelle Sanoya. Nous accompagnons le Health Data Hub sur la réalisation de ces formations citoyennes et plus particulièrement sur Vivre Covid, car nous avons eu le plaisir d'accompagner France Asso Santé sur la mise en œuvre de cette très belle étude pendant la période Covid. Tout à fait, double casquette cette fois-ci pour cet épisode. Arthur. Bonjour à tous, donc je suis Arthur Dauphin, chargé de mission sur le numérique en santé pour France Asso Santé, qui effectivement a été le promoteur de ce projet qu'on va pouvoir vous détailler aujourd'hui. Merci Arthur. Alors on va présenter tous les trois, mais sont également présents Claude. Bonjour à tous, donc Claude Gissot, je suis au ministère de la Santé et de la Prévention. Je travaille sur les données de santé pour la DRES, la Direction de la Recherche, et d'études et d'évaluation en statistique. Merci beaucoup et Marjorie. Marjorie Boussac, je travaille à la CNAM au sein du pôle DEMEX. On met à disposition les données du SNDS lorsqu'il y a des autorisations CNIL. Merci beaucoup et je remercie aussi Ben et Kenan qui sont en coulisses pour nous aider à faire en sorte que ce webinaire se passe le mieux possible. Et c'est aussi eux qui en général répondent aux questions dans le chat, donc n'hésitez pas à les poser. Alors donc c'est le dernier de cette année. Ça ne veut pas dire que les mardis de la donnée de santé s'arrêtent. En 2024, il y en aura d'autres épisodes, j'en parlerai à la fin, mais qui seront consacrés dans les premiers sur les entrepôts de données de santé. Pour le module qui nous appartient, on veut vous présenter le projet donc de Vive Covid-19 qui a été porté par France Assos Santé avec le soutien d'autres partenaires dont le S-Data Hub. Ce module, il est un petit peu spécifique dans la mesure où ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était véritablement le SNDS entendu au sens historique. Et là, on va avoir une étude un petit peu plus décalée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas, dans les données proposées, être chaînée d'une façon ou d'une autre, peu importe. Mais en tout cas, on ne rentre pas directement cette fois-ci dans le système national des données de santé au sens historique du terme, et ça fait un petit pas de côté, mais qui est quand même nécessaire. Et je tiens aussi à dire que ce module, il est tout particulièrement à mettre en relation avec le module qui avait été présenté, ressources pour les associations. C'est-à-dire comment on fait pour porter, recueillir des données et analyser ces résultats. Et là, on va voir véritablement une démonstration concrète, on va voir le design d'une étude, comment on fait lorsqu'on est une association notamment, mais ça peut être aussi un autre acteur, aller recueillir cette donnée et construire ça de façon la plus ergonomique et la plus partenariale et aussi la plus ouverte possible. On peut passer à la slide suivante. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'abord de voir pourquoi ce projet a été lancé, sachant qu'en fait, il ne date pas d'hier, mais d'il y a bien longtemps. C'est le moment en plein confinement. D'ailleurs, je me souviens de ce moment, notamment avec Sanoya, où on travaillait et on était aussi très en relation avec le CPP pour pouvoir faire passer cette étude dans des conditions vraiment spécifiques où on était tous en confinement. Donc, on va voir comment aussi on a pu porter, à quel moment, dans quel contexte ce type d'études. On va voir comment est construit le projet Vive Covid-19, notamment sur le design. Comment on participe, à la fois celui qui le porte, quelle plateforme, comment il peut faire participer les autres et de cette expérience-là, qu'est-ce que les autres en tirent, comment on est sollicité pour répondre régulièrement à un questionnaire. Et puis on verra en fait quels éléments, qu'est-ce que l'on peut en tirer et comment ça peut profiter à la communauté. Et je laisse la parole, je crois, à Arthur. Merci beaucoup, Caroline. Donc, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet de ce projet un peu particulier par rapport aux autres modules qu'on a pu détailler, mais qui a du sens dans cette question de comment les données sont partagées et les perspectives que tout ça apporte. Alors, en fait, finalement, pour dire d'où vient Vivre Covid-19 comme projet étude, projet de partage, eh bien, tu l'as dit, Caroline, hein, ça remonte finalement à mars 2020, quand le coronavirus
cette pandémie du Covid-19 s'est invitée brutalement dans nos vies à tous, avec du coup pas mal d'impact sur notre manière de travailler, communiquer, consommer et aussi se soigner. Et c'est un impact qui a été particulièrement ressenti par les personnes atteintes de maladies chroniques ou de handicap notamment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, les associations d'usagers de la santé, qui composent notamment France Asso Santé, recevaient, recueillaient un certain nombre de retours de la part de leurs membres, des patients, par rapport aux difficultés croissantes dans la vie quotidienne, l'accès aux soins, toutes ces choses-là que cette pandémie, qui était assez inédite, en tout cas, avait sur le moment. Et donc, en fait, il y avait aussi une volonté pour ces associations de recenser de manière un peu plus concrète et directe ces difficultés. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu une volonté, à un moment collective, de pouvoir se rassembler derrière, on va dire, la bannière collective France Asso Santé autour de cet enjeu-là. Et donc, il y avait ces constats associatifs, et puis il y avait aussi finalement du côté des pouvoirs publics un certain besoin d'information. Il y avait des mesures sanitaires mises en place, notamment les confinements, qui ont eu un impact assez fort et très nouveau, et notamment du coup pour les malades chroniques, qui pouvaient plus voir autant qu'ils le voulaient parfois certains professionnels, l'accès aux soins, aux urgences, bref, tout ça a été pas mal remis en question. Et donc, il y avait finalement une certaine une sollicitation de la part du ministère de la Santé ou de Santé publique France, entre guillemets, pour pouvoir se dire comment on peut organiser cette action publique autour de cette pandémie le mieux possible et comment on peut s'aider finalement du retour et bien directement des usagers pour essayer d'évaluer du coup l'impact de la crise et des mesures associées. Donc, il y a eu un échange en fait pour faire appel aussi au retour des associations de patients à travers France Asso Santé pour centraliser un petit peu ce processus et puis pour mobiliser du coup le réseau et avoir des retours assez variés puisque le retour des patients qui sont en insuffisance rénale n'est pas forcément le même que celui des patients diabétiques, etc. Donc, pour faire remonter finalement ces difficultés des patients avec un objectif qui était notamment de pouvoir les remonter au niveau des pouvoirs publics, on s'est posé une question centrale qui était, nous, d'adresser du coup à chaque usager finalement comment chacun de nous vit-il la période coronavirus. Et donc, pour réaliser une telle étude, c'était pas quelque chose de simple, c'était quelque chose de même d'assez ambitieux à l'époque. Il fallait du coup évidemment mettre en œuvre une méthodologie qui soit suffisamment claire pour que l'expérience que les patients pouvaient partager, elle soit bien formalisée et qu'elle soit du coup d'une bonne valeur aussi, on va dire, scientifique. Donc vous voyez comment un petit peu l'étude, le projet en tout cas, s'est construit à l'origine. Donc, Vive Covid-19, ça a pris la forme du coup d'une enquête qui se disait comment chacun de nous vit-il la période coronavirus. Donc à l'époque, il y avait 84 associations membres. Une partie a participé plus en détail, qu'on verra, qu'on a vu les locaux tout à l'heure. Et finalement, on avait des questions très larges au début, mais sur quoi on a fait des focus plus particuliers. Alors on s'est intéressé au vécu des personnes, en particulier atteintes de pathologies chroniques et ou de handicap, mais aussi des personnes qui n'en ont pas, pour avoir aussi des populations de témoins. Et comme le contexte changeait au cours du temps, puisqu'on avait des confinements qui démarraient, qui s'arrêtaient, qui reprenaient, des mesures qui évoluaient, les masques, les vaccins, les tests, eh bien, on a voulu suivre aussi au cours du temps et du coup pouvoir avoir un suivi qui soit, on va dire, sur la durée et les interroger du coup à plusieurs reprises. Comment du coup mesurer finalement tout ça en rendant compte de ces différents profils, du côté évolutif aussi. C'est ce qui nous a amené du coup à construire une étude qui a été modulaire, c'est-à-dire qu'il y a des questions-mesures communes pour avoir vraiment un socle de comparaison et ce sur quoi on voulait vraiment interroger les patients, les usagers et les citoyens, et aussi des questions plus spécifiques qui permettaient, dans les cas de certaines populations, d'aller creuser des choses plus particulières et qu'on avait aussi envie de documenter. Donc finalement, en pratique, comment on a fait pour répondre à ces questions qui étaient au large, mais vous avez vu qu'on s'est un petit peu resserré. Et donc, c'est là où on va du coup raconter comment on a construit, vraiment même co-construit ce projet Vivre Covid-19. Donc, Vivre Covid-19, finalement, on l'a dit, c'était porté par France Asso Santé,
organiser le projet, mettre les moyens en œuvre pour répondre voilà, aux besoins, autant l'enjeu du recueil des patients et aussi pouvoir transmettre au pouvoir public du coup des informations. On voulait que chaque association puisse contribuer à l'étude, c'est le principe aussi de notre collectif, avec des questions personnalisées. Et le fait que ce soit France Asso Santé qui porte le projet, c'était un moyen d'optimiser, du coup, justement, les moyens et les ressources qu'on pouvait allouer à ces efforts, unifier les résultats, avoir plus de réactivité, puis impliquer toutes les associations, même les plus petites, qui ne sont pas forcément acculturées ou n'ont pas les moyens de mener des enquêtes ou des études de ce type-là. Puis ça évite d'avoir des études redondantes avec dispersion des moyens. On sait que les patients sont aussi très sollicités par les études, donc ça permettait de rationaliser un petit peu tout ça et pas sursolliciter justement les répondants. Et puis, le fait qu'on puisse passer, du coup, on va dire, par le côté institution aussi publique, enfin, le côté, ça permettait de bien montrer que les associations étaient en capacité de pouvoir réaliser ce recueil, de pouvoir s'intéresser à l'analyse de ces données. Et donc, c'était redonner un petit peu de pouvoir aussi aux patients et de contribuer, du coup, à la confiance que pouvaient accorder les patients, les répondants finalement à la démarche aussi. Alors évidemment, vous le savez, on ne manipule pas des données n'importe comment. On a détaillé tout au long des formations citoyennes et de ces webinaires comment le partage des données pouvait se faire, etc. Et dans le cadre de cette étude enquête, évidemment, vive Covid-19, il fallait respecter un cadre qui était protecteur pour les répondants et qui assurait du coup voilà, et la qualité aussi du projet. Donc on a bénéficié pour ça d'un accompagnement stratégique par le Health Data Hub via la direction citoyenne et en particulier évidemment Caroline Guyot qui est avec nous aujourd'hui. Et on s'est aussi beaucoup appuyé sur la société spécialisée en recherche clinique Sanoya et donc Hervé qui est aussi avec nous. Donc on se retrouve sur les différents projets pour une étude qui du coup avait en catégorie finalement ce qu'on appelait une RIPH3, donc une recherche impliquant la personne humaine, qui a donc du coup été revue par un comité d'éthique indépendant, un comité de protection des personnes, hein, pour ceux qui connaissent, et qui a permis une vérification indépendante, du coup, revue éthique de la qualité du projet, et donc pour apporter des garanties pour les participants sur la protection de données et la transparence de ce qui allait être fait au cours de l'étude. Et donc, ça a été assez important hein, parce que c'était un projet finalement d'envergure sur le côté national. On voulait s'adresser à un large public et finalement sur un temps assez long. Donc, il fallait qu'on ait vraiment soit dans les meilleures pratiques et de montrer que les associations étaient capables de le faire aussi. En termes de méthodologie, comment on a travaillé, comment on interroge les patients sur leur vécu via des questionnaires en ligne, c'est finalement comme ça qu'on l'a fait, conçus avec des experts scientifiques et des associations de patients. Chaque participant remplissait un premier questionnaire lors de son inscription, lors de son inclusion du coup dans cette étude en ligne sur une plateforme sécurisée. Évidemment. Et ensuite, il recevait le répondant, des notifications, mail, SMS, pour remplir du coup ce questionnaire qui durait, on va dire, à peu près 5 minutes. Et là, ce qu'on avait choisi, c'était de le faire mensuellement, tous les mois, parce que notamment au début de la crise Covid, il y avait des changements qui étaient assez rapides dans les mesures qui étaient prises contre la pandémie et l'évolution de tout ça. Alors, la majorité des questions, on l'a dit, elles étaient les mêmes pour tout le monde, hein, et il y avait du coup une partie qui était spécifique, différente en fonction de là où les maladies ou handicap que le répondant avait déclaré pour compléter et avoir des informations plus spécifiques. Donc, ça nous a permis finalement d'avoir des informations pertinentes pour tout le monde, hein, l'étude, les pouvoirs publics, les patients. Chacun répondait à un questionnaire adapté, donc éviter d'avoir des questions en trop ou décalées par rapport à notre situation. Et puis aussi de pouvoir les suivre, motiver les participants, parce que voilà, s'il y avait un nouveau confinement ou des nouvelles mesures, ça nous permettait aussi de relancer, de dire voilà, il y a des changements dans votre vie, dans votre expérience avec le Covid, votre accès à la santé, l'anxiété que ça peut avoir, etc. Et donc, remplissez pour qu'on ait les bonnes informations. Donc, ce qu'on a dit, ça nous a évité hein, d'avoir un questionnaire unique qui serait inadapté ou incomplet ou trop lourd du coup pour tout le monde. Et donc, au cours d'une interrogation, c'est comme on a pu avoir des points de suivi réguliers, on a vraiment pu avoir des informations assez intéressantes par rapport à tout ce qui s'est passé au cours de la pandémie.
Et d'ailleurs, finalement, si on continue de s'intéresser encore de plus près, qu'est-ce qu'on demandait d'en vivre Covid au juste? On a dit, on a étudié les différents aspects de vivre la période coronavirus et en particulier ce qu'on avait identifié avec le conseil scientifique de l'étude et les associations de patients. Il y avait en gros 3 points assez focus qu'on avait mis en avant. Il y avait une évaluation de l'anxiété qui pouvait être vécue au cours de la période, avec un score qui était validé avec un questionnaire GAT-7, donc quelque chose de assez normé. On s'est intéressé à la vie quotidienne et donc à l'impact que ça avait entre loisirs, travail, télétravail, où est-ce qu'on était, le lieu de vie, où est-ce qu'on était confiné, c'est juste comme ça qu'on a voulu prendre en compte aussi pour avoir des clés de lecture qui soient intéressantes, parce qu'on sait que dans le domaine de la santé, ça compte aussi. Et il y avait aussi un focus, on va dire, sur la question de l'accès aux soins, finalement, les consultations, l'hospitalisation, accès aux pharmacies, des soins spécifiques. Et est-ce que il y avait eu, essayer de comprendre s'il y avait eu vraiment beaucoup de renoncements aux soins, par exemple, et s'il y en avait, pour quel type de patient c'était, est-ce que c'était des cas très spécifiques, est-ce que c'était plus partagé? C'était les questions qu'on a voulu se poser, du coup, plus en détail. Donc, la partie commune du questionnaire co-construite avec les différents acteurs a créé, du coup, on va dire, ces 3 questions spécifiques. Et pour le questionnaire initial et 5 questions, du coup, en questionnaire mensuel, donc avec à chaque fois un comité scientifique qui permettait de valider aussi, du coup, tout ça. Donc, on a pu toujours que chacun réponde à des questions pertinentes pour lui, évaluer des aspects qui soient à la fois très pratiques, mais aussi psychologiques, parce qu'on sait que ça a un impact globalement dans la santé, et puis de mettre en lumière l'impact du coronavirus sur la question de l'accès aux soins, qui est déjà pas forcément évidente sortie du contexte, on va dire, pandémique, et donc de se la reposer et de voir effectivement comment ça s'était passé concrètement pour les patients. Donc, ça a évité qu'on évite, enfin, qu'on occulte les difficultés spécifiques qui pouvaient exister et qui auraient été un petit peu invisibilisées si on avait du coup des questions encore trop larges, euh, et de ne pas pouvoir vraiment les comparer si on avait des critères qui étaient, on va dire, trop communs. Donc du coup, on a pu avoir un bon mix entre voilà, les questions plus génériques et les questions plus spécifiques, et tout a été encore une fois bien validé. La question qui était assez importante, parce que vous savez, quand on parle de données de santé et études, recueils, etc., bien sûr, il faut que ces données elles soient sécurisées. Donc, toutes les données, la collecte des réponses des participants, c'est faite sur une plateforme sécurisée qui a été développée spécifiquement par l'étude. Euh, et donc, avec un système sécurisé, certifié, et qui avait même du coup les fonctions de visualisation des données et qui a été du coup choisi par Sanoya, qui du coup a accompagné du coup ce projet avec un accès limité, c'est-à-dire que personne ne pouvait voir les données de contact, par exemple, qui étaient associées aux données collectées par rapport à l'anxiété, l'accès aux soins, etc. Euh, il n'y avait pas de contact direct, on va dire, entre les répondants et en fait des personnes, c'est-à-dire que les notifications, les rappels étaient envoyés automatiquement par un robot informatique. Et les données donc pseudonymisées sont transférées, ont été transférées de façon sécurisée à la plateforme de Santé publique France pour en permettre du coup l'exploitation. Donc, à chaque étape, c'était aussi important qu'il y ait une transparence par rapport à tout ça, au niveau de sécurité pour les données, et réaliser une collecte qui soit rapide aussi et efficace, parce que l'idée, c'était pas forcément d'avoir une usine à gaz non plus qui soit compliquée pour tout le monde. Donc, ça a évité d'utiliser un service de stockage qui soit pas forcément le plus sécurisé, et ça a évité aussi d'utiliser des services entre guillemets grand public pour les questionnaires notamment ou les notifications, et qui sont évidemment moins protecteurs pour les données personnelles des répondants. Donc c'était un sujet qui a été aussi au centre du coup du projet. Et évidemment, une fois qu'on a recueilli toutes ces données, évidemment, la question, c'est qui les analyse? Parce que c'est bien de collecter, de demander aux patients, aux répondants de s'engager, de répondre le plus possible. C'était un questionnaire mensuel, donc ça fait beaucoup de questionnaires sur la période que vous allez voir qu'on a faite, hein, sur 3 ans. Donc, l'analyse des données. Elles sont proposées par le comité scientifique, et du coup avec des finalités aussi expliquées dans le protocole, hein, et elles sont in fine réalisées par Santé publique France, qui a été du coup partenaire du projet pour réaliser des études, des analyses approfondies, parce
il faut des outils spécialisés, hein, et puis des compétences et des expertises assez solides. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce transfert par société spécialisée, espace sécurisé vers la plateforme de Santé publique France, qui, enfin, en tout cas, dont le rôle est de faire parler les données, finalement, les analyser, en tirer des informations qui soient vraiment utilisables. euh, Parce que, du coup, avoir Santé publique France pour ce travail-là, c'était aussi l'idée de, comme on a un acteur public qui a été en plus bien impliqué sur le suivi épidémiologique du Covid, le suivi de la mise en place des mesures publiques, etc., bah, c'était extrêmement important, pertinent même, pour l'expertise épidémiologique. Ça permet aussi d'avoir une exploitation du coup plus directe, plus rapide justement, puisqu'on avait quand même toujours, on l'a dit au début, en viseur du coup de pouvoir avoir une remontée vers les pouvoirs publics et du coup de pouvoir communiquer des résultats pertinents au plus vite vers les patients. Euh, donc, du coup, c'était quand même assez, on va dire, pratique pour le projet de ne pas forcément recourir à une entreprise spécialisée qui n'aurait pas forcément la force de frappe potentielle de Santé publique France. Euh, et puis de réaliser du coup des analyses qui ne seraient pas forcément les plus pertinentes ou importantes au croisement, on va dire, des intérêts des patients et des pouvoirs publics concernant tous les enjeux de la pandémie. Donc finalement, Vive Covid-19, c'était un projet assez ambitieux parce qu'on a fini par réunir quand même pas mal de monde et c'est vraiment cette collaboration d'acteurs très variés qui en fait aussi un projet assez entre guillemets, inédit, en tout cas intéressant, avec cette dimension de partage des données de santé du patient jusqu'à Santé publique France. Voilà, tout ce chemin qui fait aussi que voilà, un webinaire qui avait sa place dans tout ce programme de formation. Et donc, si on reprend, on va dire, cette rosace de toutes les personnes impliquées, vous avez France Asso Santé qui a porté l'étude, guidée par un comité scientifique, avec du coup les associations membres du collectif France Asso Santé, le soutien du HDH, l'expertise technique d'une CRO qui est donc Sanoya pour la réalisation pratique et le savoir épidémiologique de Santé publique France, du coup, pour tirer les enseignements aussi des données et du coup de l'expérience vécue par les patients lors de la pandémie du Covid. Donc, je vais laisser la parole à Hervé, il me semble, qui va du coup Tout nous à fait. rappeler comment du coup ça marchait finalement pour les répondants de participer à Vif Covid-19. Complètement. Parce que dans une telle étude, en fait, ce qui est aussi très important, par-delà les objectifs scientifiques, c'est quand on fait une étude en direct, des gens qui sont aux prises directes avec le moment, avec la condition médicale, il est important que finalement, ça soit le plus simple possible. Parce que, comme on a vu, Vivre Covid, c'est une étude qui s'est inscrite dans le temps et où le souci était une participation régulière. Donc, en fait, comment une personne a déjà été au courant de cette étude? Ben, en fait, il y a eu un grand mouvement de communication, à la fois de la part de France Asso ainsi que des associations d'usagers dont on était partenaire. Puis, il y a eu un certain nombre de reprises dans quelques grands canaux de communication, notamment parfois de certains pouvoirs publics. Donc, en fait, la personne était au courant de la possibilité de rejoindre cette étude. D'ailleurs, on pouvait la rejoindre parce que l'on était affecté d'une maladie chronique ou aussi parce qu'on avait une population en témoin dans Vivre Covid. Bah, on n'avait pas de pathologie particulière, mais on souhaitait quand même témoigner de comment on vivait les éventuelles difficultés et puis comment on vivait globalement cette période un peu trouble, on peut dire maintenant, de notre histoire. Donc déjà, effectivement, on obtenait l'adresse et à partir de là, on s'inscrivait. Donc on allait sur le site et là, en fait, il y avait une procédure sécurisée. Donc on mettait son email, son numéro de téléphone mobile, on recevait immédiatement un code de sécurité et à partir de là, on allait pouvoir accéder au formulaire. Alors petite précision pour répondre aussi à une des questions qu'on est en train de recevoir en direct, il y a en fait, si vous voulez, l'architecture est coupée en deux, ce qu'on appelle de l'isolation, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les données identifiantes qui ont un traitement très particulier et une visibilité extrêmement restreinte. Et surtout une péremption, c'est-à-dire que dès que la personne, effectivement, la période d'observation était finie, ces données étaient détruites. Et de l'autre côté, les données véritablement remplies par les gens, où là, il n'y a pas de trait identifiant. Et donc, comme l'a dit effectivement Arthur précédemment, les personnes étaient exposées à un formulaire en partie commun, qui concernait tout le monde, et puis en fonction de sa condition, en fonction d'un certain nombre de paramètres, des formulaires spécifiques
effectivement, étaient affichés. Donc, un principe d'inclusion très simple, c'est-à-dire la personne souhaitant participer se rend directement sur le site internet et s'inscrit elle-même. Tu peux passer au slide suivant, Kenan, s'il te plaît? Alors, l'autre chose aussi, il y a des notifications parce que le principe était de créer ce qu'on appelle en sociologie une routine, c'est-à-dire qu'en fait, on voulait que les gens se rappellent que c'est important de régulièrement mesurer les paramètres donc, de Vive Covid. Il y avait notamment, par exemple, l'anxiété, il y avait quelques difficultés d'accès à des services, par exemple. Et aussi, par exemple, son statut Covid, parce qu'on voulait voir effectivement est-ce que les choses changeaient en fonction de cela. Et donc, tous les mois, il y avait une notification assez discrète par mail et par SMS. Et le principe, toujours dans le souci d'une expérience patient, parce qu'il n'y a qu'avec le souci de l'expérience patient que l'on a une bonne qualité de données, et puis surtout que l'on a des gens qui continuent à participer. Et c'est vrai que cette étude a montré quand même un nombre de participants, puis une continuité dans la participation assez exceptionnelle. Et puis, parce qu'il est important aussi de dire que quand on participe à l'étude, parfois c'est frustrant. C'est-à-dire, je donne des données, mais finalement, je reçois jamais rien. Eh ben, dans cette étude, les choses ont été faites un peu différemment. Notamment, il y avait des newsletters très régulières qui donnaient à la fois des premiers résultats, les premiers qu'on pouvait donner, et puis qui aussi partageaient avec les gens qui étaient intéressés par cette question-là, et finalement, des actualités ou des nouvelles informations ou des résultats récents d'autres études. Donc, l'idée, c'était d'alimenter, finalement, de nourrir la communauté de gens qui aimablement et volontairement ont contribué pendant plusieurs mois à cette étude. Le slide suivant, s'il te plaît. Alors, si je devais un petit peu synthétiser, il y a quand même quelque chose d'assez original comme dans Vivre Covid, en dehors de sa construction, des acteurs réunis, de la vitesse à laquelle effectivement ça a été fait. C'est un souci de transparence. Et je pense que ça a été quelque chose d'assez remarquable, c'est qu'il y a peu d'études où le protocole, par exemple, est librement accessible sur le site Internet de l'étude. Il y a peu d'études qui sont dotées d'une charte éthique. Et donc ce souci, effectivement, parce que la réglementation impose un minimum, partager les résultats de l'étude, dit le Code de santé publique à la fin de l'étude. Vivre Covid est allé beaucoup plus loin et très en amont. Et ça, je pense que c'est un exercice pédagogique et j'espère et je crois qu'il est en train de faire date et de créer une coutume. Et l'autre chose aussi qui a été très importante, c'est de se mettre tout de suite. On était dans une période compliquée, le premier confinement, tout le monde essayait de faire très vite, et on a souhaité quand même être très strict sur dire il faut le faire selon un cadre réglementaire précis, il faut aller devant un comité d'éthique indépendant. On ne demande pas à nos copains qu'est-ce qu'ils en pensent, on demande à un comité d'éthique qu'on ne connaissait pas. Les comités d'éthique, donc il y en a à peu près un par CHU en France. Celui auquel nous avons été affectés a été remarquable de disponibilité et surtout remarquable de constructivité. Et un comité d'éthique, c'est pas juste pour vous mettre un tampon, c'est aussi pour vous dire, vous y avez bien réfléchi, mais telle et telle chose, est-ce que vous êtes sûr que vous ne pourriez pas rajouter de données ou est-ce que cette donnée sera vraiment analysable? Donc c'est très important et là-dessus, ça a été quelque chose d'assez à la fois remarquable dans cette période-là et puis de rappeler la valeur de ces comités de protection des personnes. Et puis aussi, donc, le souci d'une infrastructure souveraine, sécurisée, effectivement, pour les données, et aussi d'une analyse conjointe, donc avec Santé Publique France. Et puis, bien évidemment, comme dans toute étude, les patients étaient libres de se retirer de l'étude. À n'importe d'un clic sur le dernier email, ils pouvaient dire, bon, voilà, j'ai participé pendant 6 mois, pendant 12 mois, maintenant je souhaite arrêter. Ils cliquaient, effectivement, à partir de là, leurs coordonnées étaient détruites, et ils ne sont bien sûr donc ne recevaient plus de nouvelles sollicitations. Et donc, ce qui est assez important, c'est que vous allez sur le site vivrecovid19.fr, vous verrez à la fois le protocole, mais surtout la charte éthique qui a, je crois, redéfini un petit peu, ou est en train de redéfinir les standards en termes de transparence dans ce genre d'études en direct des patients. Je crois que c'était mon dernier slide. Oui. Je vais plutôt donc participer à conclure et à ramasser un petit peu ce qui a été dit. Donc, on se rappelle, évidemment, questionnaire mensuel. Il y a eu au total plus de 5500 participants. Ça ne veut pas dire 5600 d'un coup. C'est aussi venu progressivement. On se le redit aussi. Ce n'est pas les 5500 qui ont répondu chaque mois. Ils ont répondu, évidemment, en fonction de leur volonté, mais toujours sollicités pour et avec de l'information. Plus de 20 pathologies chroniques ont pu en tout cas être représentées. Ça vient aussi du fait qu'il a été proposé dès le départ à toutes les associations membres adhérentes de France Asso Santé de participer. Certaines ont fait le choix de participer en lançant elles-mêmes leurs propres études.
D'autres n'ont pas fait le choix de participer. D'autres, certaines, avaient déjà des questions qu'elles ont initiées et qu'elles nous ont transmises pour pouvoir les mettre dans le questionnaire. D'autres ont demandé un accompagnement à la mise en œuvre, à l'écriture de ces mêmes questions. Tout un travail a été fait aussi d'homogénéisation pour permettre en fait des questions qui se répondent, parce que pensons aussi à la multipathologie, etc. Et on l'a dit aussi, c'était intéressant parce qu'il y avait une population témoin, des personnes sans pathologie ont pu aussi répondre à ça. Et avec cette petite, qui a fait aussi la forte valeur de cette étude, on a des réponses qui datent du premier confinement, ce qui était assez rare en fait du point de vue des études parce que le temps de les mettre en place, on n'a pas pu avoir suffisamment d'études sur vraiment cette période spécifique de ce premier confinement tel qu'on l'a vécu. On a pu aussi avoir donc et mesurer en fait cette évolution au cours du temps parce que oui, il y a eu ce premier confinement, mais il ne ressemblait pas aux autres qui ont eu lieu après. Il y a eu des périodes de télétravail, il y a eu voilà beaucoup bousculement pendant ces mois, surtout suivant le premier confinement, mais globalement pendant toutes ces années. Et on a pu voir donc les effets de variation des conditions socio-économiques et épidémiologiques. Et on a pu regarder l'impact psychologique grâce notamment à un questionnaire validé, on l'a mentionné, le GAD-7, et avoir beaucoup d'informations sur l'accès aux soins et en particulier les soins hospitaliers au cours de cette période-là. Vive Covid-19 décrit vraiment l'évolution au cours du temps de l'accès aux soins et pour permettre aussi de réorienter les efforts vers les populations les plus affectées. C'était aussi l'objectif d'avoir une visée très opérationnelle, pas uniquement aussi en termes de plaidoyer. Donc, Vive Covid-19, c'est d'abord, en fait, c'est oui, 3 grands messages. Il y a l'étude en soi, les résultats en soi, mais il y a aussi toute la démarche. Et cette démarche, elle donne à voir, premièrement, du fait qu'un collectif interassociatif ou une association peut véritablement s'installer comme un acteur qui est compétent et légitime dans la recherche en épidémio. Eh bien, peu importe les moyens, j'ai envie de dire, même financiers, il est possible de construire le design d'une étude avec des acteurs, des partenariats qui lui permettent de réaliser un projet de ce type-là. C'est aussi cette idée, tu l'as largement mentionné Hervé, de transparence. Bien sûr, il y avait l'étude, comme je le dis, pour l'étude, pour les résultats, pour la recherche, pour la science. Mais c'est important aussi de dire que c'est devenu un objet intermédiaire qui a permis de véhiculer des valeurs importantes autour du partage des données de santé et autour de la transparence. Mettre en accès libre son protocole d'étude, tu l'as dit, c'est loin d'être une pratique courante aujourd'hui. France Asso Santé l'a fait. Il a été un cran au-dessus avec sa doctrine éthique qui va justement dans le sens du partenariat, dans le sens de l'ouverture. Et c'est ce qui a amené aussi à vouloir mettre en accès donc ce type de projet et à vouloir également engager une démarche d'open data. Slide suivante. Donc j'y viens. C'est juste une façon de ramasser ce qui a déjà été dit. Les conditions de réussite d'une étude de ce type, ça ne se tient pas à un questionnaire et à des réponses. Ça se tient aussi à une communication régulière. Il faut pouvoir tenir les personnes qui nous répondent, et ça, c'est absolument important. Il y a plein de canaux possibles et différents. Le SMS pour prévenir de la possibilité de répondre, c'est une chose, mais il faut pouvoir aussi tenir informé des résultats. Et puis un résultat, c'est pas forcément l'analyse précise, c'est aussi donner à voir de combien de personnes participent, qui participe parmi ces personnes, etc. Bref, de donner un petit peu de continuité, de sens au remplissage de ce questionnaire. C'est l'accès évidemment partenarial, j'en ai suffisamment parlé, se dire que l'analyse des résultats peut être faite avec d'autres acteurs, et là en l'occurrence ça a pu être avec Santé Publique France, mais l'accès partenarial permis aussi dans certaines conditions avec les associations ayant contribué à ce questionnaire et il leur a été donné la possibilité de conduire leurs propres analyses. Et comme je le mentionnais, une démarche aussi d'open data. Alors, l'intention y est. Aujourd'hui, le projet n'est pas effectif, mais c'était de mettre un jeu de données anonyme, en libre accès, et de pouvoir, évidemment, en le faisant, se sensibiliser et s'acculturer à cette démarche spécifique de partage des données de santé.
Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Bah, il y a plein d'éléments ici, mais en fait, je ne résumerai que d'une seule façon. Et, et on l'a déjà mentionné dans ces webinaires, tout acteur peut évidemment contribuer à la recherche et peut recueillir et faire l'analyse des données. Et les associations ont évidemment absolument toute leur place, évidemment, avec cette précaution en général que d'être attentif au design de l'étude, ce qui permet de soulever énormément de freins à la mise en place de ce type de projet. Je crois qu'il y a peu de questions. Je vais laisser le temps à chacun peut-être de le prendre. Je fais juste la petite publicité donc des prochains webinaires qui auront lieu. Alors, le prochain a lieu en février. Ce sera sur les entrepôts de données de santé. Seront présents l'ensemble des partenaires indiqués ici, donc France Asso Santé, l'adresse, la CNIL, également des représentants de la PHP. Le premier webinaire, le 6 février, ce sera sur à quoi ça sert. Donc, qu'est-ce que c'est? Le second, ce sera sur comment ça fonctionne, la tuyauterie d'une certaine façon. Et le troisième, c'est de rappeler que c'est un projet avec des acteurs. Et donc, il y a des humains derrière les machines. Et c'est ce que l'on verra. Alors, peut-être, Arthur, je crois qu'il y a une question à laquelle tu peux répondre sur le suivi Covid-19. Oui, merci. Il y a effectivement une question de quelqu'un qui nous est arrivé. Comment avez-vous trouvé les patients et qui dit, c'est dommage que la sécurité sociale n'ait pas désigné les patients chroniques, parce que finalement beaucoup ont été oubliés. Alors, plusieurs éléments de réflexion, enfin en tout cas de réponse par rapport à ça. Déjà, comment vous trouvez les patients? Alors, ça a été un petit peu dit, notamment Hervé, dans tout le relais que justement ont pu faire les associations qui avaient participé directement à l'étude, mais aussi les autres associations du collectif France Asso Santé. Il y a eu quand même il y a eu plusieurs vagues hein, de diffusion de l'enquête, de l'étude pour pouvoir recruter des répondants. Et il y a notamment plusieurs vagues qui ont été reprises par des médias généralistes assez importants et qui ont permis du coup de aussi avoir un bon nombre de personnes qui n'étaient pas forcément des malades chroniques ou des personnes qui avaient un handicap, parce qu'on avait aussi besoin d'avoir une population témoin qui était importante pour pouvoir bien faire une comparaison et pouvoir tirer des vrais enseignements de l'impact sur les patients et personnes qui ont un handicap. Et puis aussi que finalement, alors d'ailleurs la sécurité sociale, hein, la caisse d'assurance maladie s'est fait le relais hein, d'ailleurs de l'étude hein, et avait diffusé sur certains de ses réseaux la participation. Hein. Donc il y avait, on va dire, c'est pas quelque chose qui s'est fait en opposition à ce que la sécurité sociale pouvait faire. Puis il y a aussi une question de, entre guillemets, un petit peu de réactivité, c'est-à-dire que ce type d'études, d'habitude, ça peut prendre du temps hein, à se monter, notamment si on prend, si le promoteur est une institution publique, etc., trouver l'équipe de recherche, l'attribution du budget, l'organisation, etc., dans des équipes qui ont déjà parfois plein de choses et bien, déjà dans les tuyaux, bah, ça peut prendre du temps. Et en fait, on a eu une réactivité. On n'a peut-être pas, je ne vais pas dire insisté peut-être assez, mais on l'a dit, le premier confinement, c'était mars 2020 et en fait, le questionnaire, il a été lancé, mais peut-être qu'Hervé, tu me corrigeras, il a été lancé en mai 2020. Donc Complètement, voilà, extrêmement donc rapide. 2, 3 mois après, ça a été très rapide en comptant la co-construction, la validation dans le comité de protection des personnes, l'installation technique du Oui. formulaire avec la plateforme accessoirement, il fallait que tout soit prêt. Et en fait, on a pu avoir cette grande réactivité parce que c'était France Asso qui portait avec cet appui, ce soutien qui était indispensable du FData Hub, de Sanoya. Mais c'est vrai que si on l'avait construit directement avec l'assurance maladie, etc., ça aurait sûrement pris plus de temps et on aurait perdu cette réactivité aussi. Et un rappel quand même, c'est que il y avait cette volonté que, et une nécessité aussi hein, pour beaucoup de patients, de pouvoir impliquer bah, les aidants notamment. Typiquement, on a France Alzheimer qui a participé à l'enquête. France Alzheimer, ben, c'est beaucoup d'aidants qui
vont répondre, par exemple, à la place du patient lui-même, qui n'est pas toujours en mesure d'être le répondant derrière le clavier. Donc, c'est extrêmement important de faire appel, de passer par nos communautés associatives qui réunissent vraiment patients, aidants, usagers au sens large et qui permettait le maximum possible de ratisser et de pouvoir récupérer en tout cas des personnes qui étaient motivées pour répondre aussi dans la durée. L'idée, c'était pas forcément d'avoir du one shot, juste une réponse à un temps précis. Donc ça demandait aussi, on va dire que l'angle associatif recrutement était aussi voilà, c'est une nécessité de pouvoir engager des personnes et de ne pas envoyer via l'assurance maladie des mails à toutes les personnes en affection longue durée dans le système, dans la base, etc. C'est d'avoir une approche, je ne vais pas dire plus humaine, mais plus de proximité aussi. Donc voilà, c'est toutes ces questions qui ont fait aussi qu'on on n'est pas, on va dire, on n'est pas passé par les bases de données d'assurance maladie pour cibler des patients. Et puis, en termes de protection, d'utilisation des données personnelles, etc., c'est quelque chose qui nous aurait pris du temps, clairement, à mettre en œuvre potentiellement, hein, si encore on aurait pu le faire. Mais l'idée, c'était pas d'avoir 68 millions de répondants hein, pour tous les Français. On a eu plus de 4600 personnes incluses dans l'étude, si je ne dis pas de bêtises à Hervé, ce n'est plus. Donc Plus 5005, notamment avec voilà. les gens qui n'étaient pas malades, qui ont constitué une originalité de l'étude aussi. Donc 5500 personnes qu'on a suivies sur 3 ans. Oui. Ça fait déjà beaucoup de monde et c'est déjà, on va dire, assez significatif. Donc voilà, et les éléments de réponse par rapport à cette question qu'on avait dans dans le chat, enfin dans les questions-réponses. Et oui, la question aussi posée, et on peut-être terminera là-dessus étant donné l'horaire, c'est à quand les résultats offerts par Santé publique France? Alors, Santé publique France travaille sur les résultats dans une temporalité qui est celle de vraiment de la recherche scientifique. Et l'idée, c'est qu'on puisse capitaliser et pérenniser vraiment sur tous les efforts de recueil des données qui ont fourni les répondants et puis tous les acteurs qui ont contribué à faire l'étude. Donc, pas de date précise, mais en tout cas, il y avait des publications qui étaient envisagées pour le début de l'année 2024. Donc, on espère très vivement que, on pourra revenir au plus vite, du coup, cette année, enfin l'année qui arrive, avec des détails, en tout cas sur les enseignements qu'on va tirer de toute cette participation. Merci beaucoup. Est-ce que les partenaires, vous souhaitez dire un dernier mot sur ce webinaire ou est-ce que on se dit au revoir pour 2023? Je crois qu'on peut se souhaiter de bonnes fêtes, C'est ça. mais effectivement, euh, non, je crois qu'on a dit les mots principaux sur l'originalité, la spécificité de cette étude, et puis que ça a été une aventure collective assez formidable, et comme quoi le collectif a été capable de fonctionner en un temps record. Et ça, c'était déjà un très beau succès. Absolument. Bah, merci à tous et à toutes. Merci pour ceux qui nous ont suivis. Merci aux partenaires, bien entendu. Et rendez-vous pour les prochains webinaires en 2024 sur les entrepôts de données de santé. Merci encore. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Ah.